Aujourd'hui, un peu de, on va dire, presse people, puisque aujourd'hui je vais vous parler de l'espèce de conflit qu'il y a entre Sarah Knafo et Antoine Léaumont. D'ailleurs, avant de commencer, ce très cher Antoine a publié sur je ne sais quel réseau, sur mon Instagram ou TikTok, une vidéo qu'on peut qualifier d'assez humiliante. Je vous laisse découvrir. Vous trompez d'ennemi, car l'ennemi c'est toujours le même, c'est le capitalisme, c'est Monsieur Bolloré. La voix nasillarde, la voix d'intérieur qui ne porte pas du tout, la petite K-pop ou J-pop, et des mouvements de danse d'un autre siècle. C'est absolument parfait, Antoine, change rien. Et ça m'a inspiré un petit mème. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut retourner aux choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Sarah et Antoine? Dans l'ordre chronologique. Sarah Knafo avait donc publié ce tweet le 1er août, disant « Rare image de Nicolas, le contribuable, avec sur son dos Élise Lucet de l'audiovisuel public, Thibaut Guilly de France Travail, Rémi Rioux de l'Agence Française du Trésor et tous les autres. » Avec donc une affiche datant de 1789, avec un gueux qui porte sur son dos des nobles. Très bien. Réponse d'Antoine Léaumont, déclaration d'intérêt de Sarah Knafo à la HATVP, c'est elle qui se cramponne sur le dos de Nicolas, avec donc la déclaration en question en pièce jointe, qui décompte environ 220 000 € sur 4 ans, payés par Reconquête. Ce à quoi Sarah Knafo répond « Monsieur le député, vous me reprochez d'avoir donc été payé pour travailler au service des Français, au sein du parti que j'ai créé, aux côtés d'Éric Zemmour. Vous auriez sans doute préféré que, comme vos amis de gauche, je milite depuis la Cour des comptes. C'est ce que s'apprête à faire Najat Vallaud-Belkacem. Moi j'ai quitté la Cour des comptes pour m'engager. Sachez que Reconquête ne vit pas de subventions publiques, elle représente moins de 20% de nos ressources depuis nos créations, mais des dons et cotisations de ses nombreux adhérents. Demandez-leur leur avis. D'après Légifrance, ça représenterait environ 1 500 000 €. Et si on prend la répartition de fonds publics et privés et qu'on l'applique au montant versé à Sarah Knafo, au lieu de 220 000, on passe à peu près 44 000 en 4 ans. 11 000 € par an en moyenne. A l'inverse, la France insoumise est gavée de subventions publiques, près de 8 millions d'euros chaque année. Légifrance met ça à 5,2 millions pour 2024, donc je sais pas d'où viennent ces chiffres, qui vont de nos poches aux vôtres. De l'argent public qui a financé votre salaire de cadre chez LFI, plus de 124 000 € depuis 2019. Le même argent public qui finance votre salaire de député aujourd'hui, vous qui nous coûtez plus de 160 000 € par an. Le même argent public qui a servi l'enrichissement personnel à millions de certains de vos cadres. Et la justice dira bientôt si c'était légal. Au 19e siècle, les députés étaient de riches aristocrates, comme Tocqueville. Alors elle sait me parler, Sarah. Car ils étaient les seuls à pouvoir exercer cette mission bénévolement. C'est la gauche qui a imposé des indemnités parlementaires pour permettre à des gens plus modestes de devenir représentants de la nation. C'est aussi la gauche qui a imposé des augmentations continues de cette indemnité pour, disait-il à l'époque, éviter la corruption. Ça, c'est vraiment la bonne excuse. C'est pas une bonne excuse. Du tout. Parce que c'est pas parce que tu gagnes 8 000 € par mois que tu craches sur un chèque de 5 000 €. Alors, allez au bout de votre raisonnement. Que préféreriez-vous désormais? Que les élus soient tous bénévoles, et que seuls ceux qui ont les moyens exercent cette fonction, ou alors que je sois rémunéré exclusivement par le privé plutôt que par l'argent public? Regardez les procès que vous faites à messieurs Stérin et Bolloré lorsqu'ils financent des initiatives. Il s'agirait d'être cohérent. Bravo, rien à dire. Ma philosophie est simple, un élu doit toujours coûter moins cher que ce qu'il rapporte aux Français. Vous nous coûtez doublement, votre salaire et vos erreurs, votre socialisme, votre islamo-gauchisme. Dans votre parti, on est payé pour faire des croisières vers Gaza et cracher sur notre pays. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé des Freedom Flotilla, mais bon Dieu. Dans le mien, on essaye modestement de défendre notre peuple, son travail, son argent, comme lorsque j'ai contraint le gouvernement à supprimer 2 milliards d'euros d'aide au développement après mes révélations. Ce n'est que le début. Au fond, c'est ce qui vous dérange le plus, pas mon salaire, mais mes idées. Alors quelques commentaires sur ce paragraphe. Un élu doit toujours coûter moins cher que ce qu'il rapporte aux Français. Idéalement oui. Actuellement c'est infiniment plus facile de coûter moins cher que ce que tu rapportes aux Français, étant donné le niveau de gaspillage en termes d'argent public. Suffit de supprimer 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là pour être extrêmement rentable. Et Dieu sait que des milliards à supprimer, il y en a. Donc tous les députés pourraient être rentables. Mais arrivé à un certain point, ça devient plus compliqué. Parce que si t'es à 10% du PIB de dépenses publiques, supprimer 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, ça devient plus compliqué. Mais là où elle a parfaitement raison, c'est que Monsieur Léaumont et ses camarades de LFI coûtent doublement cher. Parce que les idées qu'ils défendent détruisent de la richesse et de la perspective de création de richesse. Antoine a répondu à cela « Madame, les dons au parti sont défiscalisés à 66%. Votre salaire mirobolant était donc bien payé par de l'argent public. En 4 ans, vous avez coûté près de 2 fois plus que moi à Nicolas. Vous êtes libre de vos engagements, je ne critique rien d'autre que votre hypocrisie. » Comment Antoine Léaumont propose-t-il de lutter dans ce cas? Parce que malheureusement, puisqu'on a un système de démocratie représentative,
Si tu veux que ton point de vue soit représenté à l'Assemblée nationale, tu es obligé d'élire quelqu'un. Dire que l'État dépense trop et être élu député dans une démocratie représentative, ce n'est pas de l'hypocrisie. Et puisqu'on est toujours dans les avis désastreux, les dons aux partis sont défiscalisés à 66%, votre salaire mirobolant était donc payé par de l'argent public. Ne pas donner de l'argent à l'État, ce n'est pas recevoir une subvention. Payer quelqu'un au black, c'est pas une subvention de la part de l'État. Ne pas payer d'impôts, c'est pas une subvention. C'est pas pareil, monsieur Léaumont. Et Sarah Knafo répond: arrêtez de vous enfoncer avec de tels buts contre votre camp. Le salaire que vous jugez mirobolant est largement inférieur à ce que vous touchez aujourd'hui en tant que député avec 100% d'argent public. En effet, nos députés nous coûtent un peu trop cher, à peu près 24 000 € par mois selon la source qu'envoie Sarah Knafo, ce qui est donc environ 2 fois plus que ce que coûtait Sarah Knafo par an, en moyenne, quand elle était payée par Reconquête. Donc ça, c'était la première partie. Le premier petit clash. Ensuite, Antoine Léaumont est allé chercher un tweet de Sarah Knafo du 29 janvier. Apparemment, il l'avait mauvaise, parce qu'il a épluché le compte X de Sarah Knafo. Et le tweet en question disait: un milliardaire qui quitterait la France ferait peut-être le bonheur de Libération, mais le malheur de tous les contribuables. Les millions d'euros d'impôts, de cotisations et de TVA qu'il faisait rentrer dans les caisses de l'État, qui les payera à sa place une fois qu'il sera parti. Nous tous. Si vous êtes 7 au restaurant pour payer l'addition et que le 7ème s'en va, vous devez payer l'addition à 6. Et imaginez si le 7ème était le plus riche, celui qui allait payer le vin, car l'addition, elle, ne bouge pas, et c'est bien le problème. C'est marrant, son analogie me fait penser à cette vidéo YouTube qui a 16 ans, dont on m'a parlé récemment, qui s'appelle Les impôts expliqués par la bière, qui est vraiment exactement le même raisonnement. Donc peut-être que c'est une référence à cette vidéo. Et donc dans ce tweet, elle avait aussi envoyé un petit extrait d'un discours de Bernard Arnault. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Voilà. Pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. Dès qu'on essaye de faire ça, on a des histoires sur des costards et un emploi fictif qui est découvert très malencontreusement. Mais bref, ça datait du 29 janvier, et Antoine s'est cru très malin, en reprenant la même image que Sarah Knafo avait postée, en disant: c'est parce que ce monsieur ne paye pas sa juste part d'impôt que tout le monde paye à sa place. Il y en a marre des références à cette courbe mauvaise qui a été faite en combinant 2 courbes de manière très maladroite par monsieur Zuckman. Vous défendez les milliardaires et vous choisissez des boucs émissaires parmi les plus précaires. Bref, c'est bien vous et Bernard Arnault qui êtes assis sur le dos du peuple. Bernard Arnault a perdu une 40aine de milliards, je crois, depuis le début de l'année. Est-ce que ces milliards sont arrivés dans les poches des plus pauvres, monsieur Léaumont? Est-ce que les gens au SMIC vivent 2 fois mieux depuis? On se demande comment monsieur Léaumont n'a pas percé en astrophysique, avec des raisonnements aussi bancals. Et réponse de Sarah Knafo: très bien, Antoine Robespierre, allons au bout de votre logique. La fortune de Bernard Arnault est estimée à 150 milliards d'euros. Admettons qu'il soit possible de tout lui confisquer, Mélenchon arrive au pouvoir et lui prend tout. Et après? Cela ne permettrait même pas d'absorber notre déficit public de l'année, 170 milliards d'euros. Et l'année d'après, nous aurons toujours 3300 milliards d'euros de dette et toujours 170 milliards de déficit. Sauf que cette fois, il n'y aura plus le groupe LVMH et ses 4 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles. C'est 40 000 emplois directs et c'est 200 000 emplois indirects en France. Car contrairement à ce que vous affirmez, Bernard Arnault ne vit pas sur le dos de Nicolas, il est un super Nicolas. Il est sans doute le premier contribuable de France. On peut même se passer du sans doute, je pense. LVMH réalise seulement 8% de son chiffre d'affaires dans l'Hexagone, alors qu'il y paye plus de 40% de ses impôts. C'est le contraire de l'évasion fiscale. Alors, une fois que vous lui aurez tout pris, qui payera à sa place? Je vous connais, vous vous attaquerez aux fortunes suivantes. Vincent Bolloré, François Pinault, Xavier Niel, même pas de quoi financer un seul trimestre de notre déficit abyssal. Avec de telles méthodes spoliatrices, ils seront même sans doute déjà partis. Et là, que ferez-vous? Vous les empêcherez de partir et vous les guillotinerez, comme l'a fait votre héros Robespierre? Alors il y a même un petit oubli dans son raisonnement à Madame Knafo. Parce que dès l'annonce de la saisie de tous les biens de Monsieur Arnault, qui est en grande partie dans des actions LVMH, l'action LVMH se casserait complètement la gueule. Donc même les 150 milliards d'euros de Bernard Arnault, ça serait grand maximum la moitié en fait. Parce que tout ce que l'État touche devient poussière, un peu comme un Midas inversé. Surtout quand c'est un État communiste. Et ensuite, sur qui se rabattra votre rapacité? Les simples millionnaires comme Jean-Luc Mélenchon, puis sur toute la classe moyenne, et puis sur nous tous? On a déjà vu les résultats de votre politique dans l'histoire. L'argent des Français, qu'ils soient riches ou pauvres, ne vous appartient pas. Il n'appartient ni à l'État, ni à votre idéologie, mais aux Français seuls, à leur travail, à leurs efforts, à leur créativité.
C'est l'éternelle différence entre nous. Vous voulez moins de riches, je veux moins de pauvres. Bah, bravo Sarah, que dire. Il y a eu une réponse d'Antoine Léaumont sur LinkedIn sur laquelle je reviens juste après. Avant ça, il y a la chaîne Thinkerview qui ce matin a lancé une petite bouteille à la mer à Sarah et Antoine et proposé de venir débattre sur leur chaîne. Ce à quoi Sarah Knafo a répondu quel jour, quelle heure. Pour l'instant, malheureusement, pas de réponse d'Antoine Léaumont. Je pense qu'il a tout intérêt à faire caca culotte et de ne pas accepter parce que il va juste se faire déchirer. Quoi qu'on pense de Sarah Knafo, elle a quand même l'habitude de plutôt très bien se débrouiller en débat. Mais la réponse de Léaumont. Attention, c'est très mauvais. C'est très mauvais et en plus, c'est très long. Donc je vais passer quelques passages qui sont objectivement moins intéressants, comme l'intro où voilà, il dit pas grand chose d'intéressant. Vous commencez la faute dès le 4e mot de votre interpellation. Très bien, Antoine Robespierre. Car sans le vouloir, vous me donnez à la fois le point et un bon fil conducteur. En effet, Maximilien Robespierre était non seulement un député du tiers-état qui s'est battu contre les privilèges de la noblesse et du clergé, mais aussi pour le droit à l'existence des plus pauvres par la limitation de la propriété des plus riches, ce qui en fait la figure idéale pour vous répondre. Et vous verrez d'ailleurs à la fin de ma réponse combien ces mots sonnent juste encore aujourd'hui, puisque je conclurai par les siens. Monsieur Léaumont est donc un... Bon, c'est pas nouveau, mais c'est un adorateur de Maximilien Robespierre, à tel point qu'il a fêté son anniversaire récemment dans une rue Robespierre, c'était complètement ridicule. Mais présenter Robespierre comme une référence morale, j'aurais pas osé personnellement, parce que le ridicule ne tue pas, mais bon, là il faut y aller, parce que bon, pour rappel, Robespierre c'est le régime de la terreur, donc présenter Robespierre comme défenseur des libertés et des pauvres, alors qu'il a instauré le régime de la terreur ou la liberté individuelle, c'était quand même pas dingue, et l'économie a été ultra administrée, avec les résultats qu'on connaît, hein, c'était catastrophique. Donc soit Monsieur Léaumont est extrêmement inculte, soit, et je pense que c'est la bonne réponse, il occulte complètement, ce qui est un peu moins vendeur. Dans le paragraphe juste après, il essaye de se défendre un peu justement de son affect pour Robespierre, en disant qu'il a été apparemment diabolisé pendant 2 siècles. Il y a peut-être parfois des bonnes raisons de diaboliser des gens. Un certain peintre raté autrichien par exemple, un certain moustachu géorgien. Eux, ils ont peut-être mérité de se faire diaboliser. Robespierre aussi, hein. Donc apparemment, il faudrait lire Robespierre, la fabrication d'un monstre, de l'historien Jean-Clément Martin. Ensuite, il fait un gros copier-coller du tweet de Sarah, auquel il répond « Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, d'où vient une telle attaque? Du fait que j'ai signalé que Bernard Arnault, comme les 144 autres milliardaires de notre pays, ne payait pas sa juste part d'impôts. À commencer par votre ami idéologique, M. Stérin, exilé fiscal en Belgique pour... La Belgique, t'y vas pas pour la fiscalité, hein. La Belgique est un des rares pays du monde qui ne bat pas, mais qui est dans les mêmes ordres de grandeur que la France en termes de prélèvements obligatoires. Donc si la Belgique, pour Léaumont, c'est un paradis fiscal, c'est, encore une fois, gros manque de culture économique pour Antoine Léaumont. Et en Irlande, pour celle de son entreprise, là on peut parler d'exil fiscal, d'accord, mais aux dernières nouvelles, l'exil fiscal, c'est pas illégal. Je dirais même que ça devient la chose la plus responsable à faire en France, de tout simplement ne plus alimenter notre pantagruel qui nous sert d'État, et que cet égoïsme faisait reposer la charge fiscale sur tous les autres. Ne pas vouloir payer pour absolument tout le monde, c'est égoïste apparemment. C'est d'ailleurs tout l'objet de la figure de Nicolas, que vous chérissez tant et que je n'utilise que pour vous mettre face à vos contradictions, car Nicolas n'existe pas. Ah bon? Les contributeurs nets à l'État n'existent pas? Pourquoi pleurer du départ de M. Stérin alors? Ou, pour dire les choses de manière tout à fait exacte, Nicolas est une invention dont l'objet est de remplir une fonction politique. Je croyais que tout était politique, Antoine. Quel est le problème de l'existence de Nicolas dans ce cas? Puisque tout est politique, le fait que Nicolas soit politique, c'est pas un problème. Enfin si, le problème en fait c'est que c'est une invention politique qui va pas dans son sens. Quelle est-elle? Solidariser les classes populaires et moyennes avec les classes aisées et les ultra-riches. Putain, mais quel idiot. Mais quel idiot. C'est ça le problème de regarder la société via le biais de classes, de groupes, de... Ça n'a aucun sens. Parce que la classe moyenne, c'est celle qui souffre le plus de l'État. Du bas de la classe moyenne au haut de la classe moyenne, ce sont ces gens-là qui souffrent le plus de l'État. Les classes aisées en souffrent aussi, les classes populaires en souffrent aussi parce qu'elles sont complètement dépendantes de l'État, donc elles sont complètement esclaves de la politique, ce que veut M. Léaumont. Et les ultra-riches, en soi, si ça les embête un peu trop, la politique, ils ont juste à déménager. C'est complètement débile de faire cette opposition de classe. Soit exactement ce que vous faites ici en qualifiant M. Arnault de Super Nicolas, et ce faisant, vous commettez l'erreur qu'il ne fallait pas faire, vous rétablissez le rapport de classe que la figure de Nicolas est censée faire disparaître. Deuxième faute. Mais il comprend rien à rien, ce mec.
C'est précisément parce que la figure de Nicolas n'en a rien à foutre des classes, et que ça regarde l'individu, pas le groupe, que qualifier Bernard Arnault de super Nicolas, c'est pas débile. Il regarde tout à l'envers, comme tous les communistes. Je sais que vous n'appréciez pas beaucoup quand on vous qualifie de fasciste, vous êtes pourtant, malgré cette faute stratégique de l'emploi de l'expression super Nicolas, dans la tradition la plus parfaite de la fonction politique du fascisme, invisibiliser les rapports de classe. Eh bien apparemment, le libéralisme c'est fasciste. Les idées les plus opposées au fascisme, dans les actions, parce que M. Léaumont exècre le fascisme dans les paroles, mais finalement, si c'est du fascisme et que c'est lui à la tête, ça le dérange pas trop. Tant qu'il fait partie de la nomenclatura ou des SS les plus hauts gradés, ça lui convient bien. Non mais c'est grave de rien comprendre à ce point-là quand même. Pour rappel, le nom fascisme vient du fagot de bois. Les besoins du groupe avant les besoins de l'individu. L'individualisme, c'est l'opposé du fascisme, connard. Réduire l'importance de l'État, c'est l'opposé du fascisme. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. C'est incroyable. L'effet recherché est d'essayer de faire penser aux classes populaires qu'elles s'en sortiraient mieux sans impôts, sans taxes, bref, sans un État décrit comme spoliateur au lieu d'être redistributif. Ça, c'est censé être du fascisme. Non mais il est vraiment très grave. Et voici qu'on parle de la feuille de paye, du salaire brut face au salaire net, des charges des entreprises, qui sont des cotisations, de combien coûteraient les courses sans la TVA et de combien on paierait l'essence sans la TICPE. Et voici que chacun s'imagine avec son salaire brut devenu son salaire net, mais comme si rien ne changeait à côté. Bah si, ça changera à côté, mais j'aurai le choix. Plutôt que de payer le tiers de mon super brut dans un système de retraite que je n'aurais pas, bah je pourrais l'investir. De la manière que je veux. Pouvoir créer une boîte éventuellement. Mais non, là j'ai pas le choix. Plutôt que de payer 1/6 de mon salaire pour un système de santé merdique, je pourrais choisir mon assurance et le profil de risque qui me correspond le mieux. Mais non, là j'ai pas le choix. Plutôt que de payer une cotisation chômage, je pourrais mettre ça aussi sur un fonds de pension. Ou investir et le sortir en cas de besoin. Mais non, là j'ai pas le choix. Pourtant tout changerait. Il faudrait payer l'école à ses enfants, coût mensuel pour la maternelle et l'école primaire 704 €, mais ça c'est les coûts pour l'État ça. Pour le collège et le lycée 943, enseignement supérieur 1088, 1000 € pour une appendicite, mais il a jamais entendu parler d'une assurance. Hein. Il sait pas ce que c'est. Il faudrait payer pour utiliser les routes comme on paye les autoroutes depuis qu'elles sont privatisées. Où est le problème? Si tu n'utilises pas les routes, pourquoi tu payes pour? Si tu te déplaces uniquement en métro ou en train, pourquoi tu payerais pour des routes que tu n'utilises pas? Il faudrait payer une intervention des pompiers en cas d'incendie chez toi. Bah non, c'est du régalien, ça donc on payerait de la même façon avec des impôts. Bref, il faudrait payer beaucoup de choses que nous ne payons pas ou peu aujourd'hui. Et comme la dépense serait la même pour tous, ceux qui gagnent le moins seraient les plus pénalisés, tandis que ceux qui gagnent le plus seraient les plus avantagés. Alors, un tel concentré de conneries, c'est dur là. On a déjà vu qu'il ne savait pas ce qu'était une assurance, mais en fait, il sait pas ce qu'est le marché libre non plus. Vraiment un niveau de culture économique catastrophique. Parce que, tout simplement, le marché libre, ça fait baisser les prix et ça améliore la qualité, au lieu de les maintenir artificiellement hauts dans un monopole public. Pour la santé, en Suisse, à Singapour, même aux États-Unis, les assurances coûtent moins cher que ce qu'on paye en France, à parité pouvoir d'achat. L'éducation, en Suisse, en Suède, qui est un système un peu particulier où les établissements sont privés mais c'est financé par l'État. Ça coûte moins cher en parité pouvoir d'achat. Tous les exemples qu'ils donnent, qui ne sont pas du régalien, ça coûte moins cher qu'en France, partout ailleurs. Il faut vraiment sortir son nez de Das Kapital et regarder un peu partout ailleurs qu'en France, où on a des services publics, en termes de coût-efficacité, extrêmement mauvais. Et voici comment on solidarise les classes populaires avec les classes les plus aisées, on rend invisible ce que je viens d'énoncer, car oui, aujourd'hui les riches payent plus cher que les pauvres. Enfin, pas tout à fait, et c'est bien là le cœur... Quelqu'un au RSA ne paye pas d'impôts. Dès que tu es bénéficiaire net de l'État, ton taux d'imposition réel est négatif. Car l'impôt est dégressif sur les plus hauts revenus, si bien que selon une étude de l'Institut des politiques publiques, regardons ça, bah comme prévu, c'est mauvais. Avant même de rentrer dans le détail, regardez les échantillons des 3 derniers groupes, 3800, 378 et 75. C'est le B à bas de la statistique, allez, à la limite 4000, on peut dire que c'est à peu près représentatif, en étant très très généreux, mais moins de 400 et 75, c'est catastrophique. Mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, il y a de la malhonnêteté, parce que, sur ces deux graphiques, le premier étant le revenu fiscal, donc le salaire, les dividendes, tout ce qui ressemble à peu près à ça, et le deuxième sur le revenu économique, qui inclut par exemple les bénéfices non distribués des sociétés, les plus-values latentes sur les investissements, et tous les revenus, avec des guillemets, qui ne sont pas passés sur le compte des personnes en question. Sur le premier graphique, on voit clairement que l'impôt est progressif jusqu'à 99,95% de la population, mais après, le problème de l'échantillon prend tout son sens,
Parce qu'il suffit que, par exemple, Bernard Arnault ait fait quelques dons plutôt élevés à des associations, ou à des partis politiques, ou n'importe, pour que l'exonération d'impôts associés ait un vrai impact sur la moyenne de ce groupe. Dans cette zone-là, on a des échantillons tellement faibles, c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il n'y a pas de p-value nulle part, la p-value étant la significativité des mesures. Ça n'a d'ailleurs aucun sens. Ici, ça passe de 39 à 41, là on passe de 37 à 40,6, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Et pour celui-là, pareil, en prenant l'exemple de Bernard Arnault qui doit être tout à droite, prendre en compte les plus-values latentes dans du revenu réalisé, j'ai pas besoin de dire à quel point c'est débile, j'espère. Parce que techniquement, depuis le début de l'année, Bernard Arnault a perdu, comme j'ai dit tout à l'heure, environ 40 milliards d'euros, si ce n'est 50. Donc théoriquement, cette année, il paierait un taux d'imposition négatif. C'est complètement débile. Parce que si on prend en compte les plus-values latentes, on doit prendre en compte les moins-values latentes aussi. Ça n'a aucun sens d'utiliser ça comme mesure. Donc, ouais. Revenons au poste de Léaumont. L'ensemble des impôts personnels reste progressif jusqu'au top 0,1% de revenus, mais il devient fortement régressif passé ce niveau, jusqu'à ne représenter plus que 2% du revenu économique parmi les 378 ménages les plus aisés. Mais il sait même pas lire. Non seulement il utilise un graphique très discutable, mais en plus il sait pas lire. Ah bah non, en fait il sait lire, mais c'est les gens qui ont fait l'étude eux-mêmes qui ne savent pas lire. Ah non, pardon, ils sont juste encore plus malhonnêtes que ce que je pensais. Le 2%, c'est donc le 26,2, en excluant toute la partie rouge, l'impôt sur les sociétés. Sauf que ça met un dénominateur absolument énorme. C'est tellement malhonnête que j'ai du mal à l'expliquer comme ça juste à l'oral. Mais prenons l'exemple de Bernard Arnault, qui cette année s'est versé 10 millions en salaire, dividendes, et partons du principe, le rêve de Monsieur Léaumont, il est taxé à 90%. Il lui reste 1 million à la fin. Mais en parallèle, LVMH s'est très bien porté, ils ont fait des beaux bénéfices, et en bourse, ils se sont très bien débrouillés aussi, disons, ce qui donne un revenu économique de 10 milliards d'euros. Ce que propose l'étude, c'est de prendre le montant taxé personnellement à Bernard Arnault, le 9 ici, de le diviser par le revenu économique, donc le bénéfice de LVMH, les plus-values latentes en bourse de LVMH, et tout le reste, ce qui donne un taux d'imposition avec cette méthode, pour Bernard Arnault, inférieur à 0,1%, alors qu'il s'est fait taxer 90% de son vrai revenu sur l'année. Bah tu m'étonnes que tu penses que l'impôt soit sévèrement dégressif. C'est juste que ta méthodologie, c'est de la merde. Alors ça, c'est quand même magnifique en termes de malhonnêteté. Les économistes de gauche, c'est vraiment quelque chose. Alors, je crois que vraiment sur la fin de ce paragraphe, j'ai même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Cette phrase suffit largement. Parfois j'entends un argument nous être opposé, mais les 1% des plus riches contribuent déjà à 25% de l'impôt sur le revenu, c'est injuste. Calimero n'a qu'à... Oh mais quel sac à merde. Encore une fois, cet argument vise à rendre invisibles les rapports de classe par deux moyens. Le premier, c'est de donner un sentiment d'inégalité, comme s'il fallait au final que les 1% les plus riches contribuent à 1% de l'impôt sur le revenu. Enchaîner argument entre guillemets avec un homme de paille, ça c'est quand même superbe. Le deuxième et le plus important, c'est que l'impôt sur le revenu n'est pas la seule source de recettes pour l'État, la TVA l'ayant même dépassé. D'accord ? Alors pardon, j'ai même pas réagi. Mais comment, en sachant faire des additions, tu arrives à concilier cette phrase et celle-ci ? Si c'était vrai honnêtement. Les deux ne fonctionnent pas. C'est pas possible. TVA dont les plus pauvres s'acquittent, à l'inverse de l'impôt sur le revenu, plus fortement que les plus riches en proportion de leurs revenus. Ah, c'est vrai que c'est pas bien ça. Il faut absolument baisser la TVA du coup, non ? Ah non, pardon, il faut augmenter l'impôt sur le revenu, pardon. Désolé. TVA qui permet d'organiser un véritable cambriolage du peuple au service des plus riches, comme l'a parfaitement expliqué mon camarade David Guiraud à la tribune de l'Assemblée nationale. J'ai pas envie de l'écouter, sincèrement. J'ajoute à ce tableau les récents travaux de la commission d'enquête parlementaire du Sénat dont Fabien Gay était le rapporteur et qui a démontré que 211 milliards d'euros partaient chaque année en cadeaux fiscaux et aides aux entreprises, ce qui en fait de loin le premier poste de dépenses publiques. Alors déjà, j'ai vu la statistique passer que 80% de ces aides seraient pour le public. Le chiffre est contesté, donc ne le prenons pas en source, mais il y a une partie de ces 211 milliards d'euros qui vont aux entreprises publiques. Encore une fois, on gonfle les chiffres. Ensuite, ça, pour le coup, le chiffre n'est pas contesté, c'est plus de 85% qui ne sont pas des subventions, qui sont des exemptions d'impôts, ce qui n'est donc pas un coût. L'argent des entreprises n'est pas dû à l'État. Donc, pareil que tout à l'heure, 211 milliards d'euros, donc prenons 80% pour prendre la fourchette basse, 80% de 211 milliards d'euros, ça fait un peu plus de 160 milliards qui ne sont pas des subventions mais des exonérations d'impôts, donc un peu plus de 40 milliards, 42, 43 milliards de vraies subventions, dont une partie au public, aux médias, ce qui est déjà trop à mon goût, mais encore une fois, on gonfle les chiffres un maximum pour faire croire ce qui n'est pas vrai.
Donc, bon. Tout ceci étant dit, je réponds donc à la question que vous me posiez, Madame Knafo, si on expropriait Bernard Arnault, son entreprise ne disparaîtrait pas. Elle serait nationalisée, bien sûr. Mais je ne vois pas bien l'intérêt de nationaliser une entreprise dont la production n'est pas indispensable à la vie du pays. Il a même pas l'imagination de se dire, ok, une entreprise qui crée des vêtements de luxe et des produits de luxe, notamment de l'alcool. Et si on enlevait de luxe? Si on produisait juste des vêtements? Il a même pas l'imagination de se dire ça, c'est pour dire à quel point les entreprises publiques, ça serait bien géré sous lui. J'y vois plus d'intérêt pour ce qui concerne le secteur bancaire, de l'alimentation, de l'énergie, des transports ou, d'une manière générale, ce qui a trait à des services ou des productions indispensables à la vie du pays et des honnêtes citoyens. Mais c'est un autre sujet. Bah, c'est marrant ça. Liberté économique, survie, ça se rapproche beaucoup de la survie, liberté de mouvement, ce qui a trait à des services ou des productions indispensables. Il veut rendre les gens complètement dépendants de l'État. Bravo à toi, Robespierre. Tu es vraiment le paragon moral que tu penses être. Et ce n'est même pas ce que nous proposons dans notre programme, quoique nous proposions, par exemple, un pôle public de l'énergie et un pôle public du médicament. L'un et l'autre permettant de sortir ces biens essentiels des mains du marché et de permettre à nos compatriotes, comme à la sécurité sociale, ou aux entreprises et collectivités territoriales de bien faire des économies. Comment ça se passe à Cuba, à ce niveau-là, au Venezuela, Antoine? Les vilaines mains du marché ne sont pas là-bas et ça marche pas super bien, je crois. Encore une fois, on sort le nez de Das Kapital, on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Désolé de te l'apprendre, Antoine, mais le communisme, c'est un peu de la merde. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut mieux répartir l'effort à tous les niveaux, raison pour laquelle nous proposons avec mon mouvement de la France Insoumise une véritable révolution fiscale pour financer à leur juste mesure nos services publics et permettre à chacun de vivre dignement, quel que soit son niveau de revenu. Se référer à la remarque précédente. D'abord en faisant 14 tranches d'impôt sur le revenu au lieu de 5 pour le rendre réellement progressif, ensuite en rendant la CSG progressive. Cela permettra que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts, et les autres, vous et moi inclus donc, en paieront davantage. Un jour peut-être ils comprendront l'effet de l'affaire, un jour. Parce que si t'augmentes encore plus les impôts sur les gens qui peuvent partir, ils partiront. Et du coup, qui paiera? Sans compter que j'avais fait les calculs au moment de la présidentielle 2022, par rapport à mon revenu. Je gagnais à ce moment-là moins de 4 000 € par mois, brut. Et, oh surprise, j'aurais payé plus. Mais nous voulons aussi revoir complètement l'impôt sur les sociétés pour le rendre lui aussi progressif et mettre en place par ailleurs une caisse de solidarité inter-entreprise pour le paiement des cotisations afin que les plus grandes en payent davantage que les plus petites. Non mais LVMH fait 8% de son bénéfice en France, paye 40% de leur impôt en France. Quand est-ce que c'est assez pour eux? Jamais, je pense. Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un tel niveau d'aberration, ça on est d'accord mais pas pour les mêmes raisons, que les exonérations de cotisations sont faites sur des emplois non délocalisables au motif d'empêcher les délocalisations. Avec une flat tax, t'as pas de niche fiscale, t'as pas d'optimisation, t'as pas 14 tranches d'impôt sur le revenu, ça c'est dommage, pour les homans. Enfin, il faudrait que chacun paye là où il réalise effectivement ses bénéfices, car il n'est pas admissible que, par des jeux comptables, les grandes entreprises paient in fine moins d'impôts que les plus petites. Parce que les plus petites n'ont pas le choix de partir ailleurs qu'en France, et sont obligées de payer des impôts dans un enfer fiscal. Ça, c'est encore une fois un énorme compte son camp. Il faudra aussi imposer davantage les très gros héritages. La seule manière restante de s'enrichir en France, ils veulent l'imposer encore plus. Remettre en place l'ISF sur les valeurs mobilières, et mettre en place la taxe Zuckman, évidemment. ISF et Zuckman, effet l'affaire, j'en ai marre. Voilà comment on rétablit les finances publiques en ne pénalisant pas tout le monde, mais en ciblant l'effort sur ceux qui ont le plus. Sinon, tu peux très exactement pénaliser personne, en supprimant d'énormes aberrations, comme l'ADEME par exemple. Une dernière chose, l'augmentation des salaires bruts est le meilleur moyen d'améliorer à la fois le niveau de vie de nos compatriotes, les recettes fiscales de l'État, et de relancer l'activité économique des TPE, PME avec la consommation. Antoine, qui paye les salaires? Indice. Il est vraiment impayable. Incorruptible dans la bêtise. L'activité économique n'a aucune valeur si ça ne génère pas de bénéfices en plus. Si tu augmentes les salaires bruts, ça ne vaut rien. Si tu augmentes les salaires nets, donc en réduisant les impôts, tu as ça et tu as ça. Ça par contre, c'est pas très grave. On s'en fout. Tant que tu réduis les dépenses publiques suffisamment pour pas t'endetter encore plus, c'est pas un drame. Quel sophiste. Madame Knafo, vous concluez votre interpellation en disant « C'est l'éternelle différence entre nous. Vous voulez moins de riches, je veux moins de pauvres. » Mais vous vous trompez triplement. Première, parce qu'en défendant les riches, vous affamez les... Putain non. La théorie du gâteau, j'en ai... Voilà, c'est bon. Deuxièmement, parce que celui de nous deux qui veut moins de pauvres et propose un programme pour atteindre cet objectif, c'est moi. Non. Non. Et non. Tu fais tout l'inverse. Tu proposes de rendre les gens complètement dépendants de l'État, par tes nationalisations merdiques, qui d'ailleurs ne marchent pas.
Tu veux créer un maximum de pauvres, Antoine, pour pouvoir les rendre dépendants de toi. C'est ça que tu veux, c'est pas réduire la pauvreté. Troisièmement, parce que je ne veux pas moins de riches, si. Mais simplement qu'ils soient moins égoïstes et qu'ils partagent davantage plutôt que d'accaparer une part croissante de la richesse nationale. Tu défends l'expropriation, Antoine. Bien sûr que tu veux moins de riches. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait exproprier Bernard Arnault, les autres milliardaires en voyant ça, ils partiront. Ensuite, il faudra exproprier les 100 millionnaires, ensuite les 10 millionnaires, ensuite les millionnaires, parce qu'ils sont toujours trop riches par rapport aux autres. Ça marche toujours comme ça. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si tu veux moins de riches, Antoine, assume au moins. Et le courage d'assumer. Merde. Au fond, nos débats nous ramènent 2 siècles en arrière et à vos amis qui ont guillotiné les... Non mais attends, non mais... Le défenseur de Robespierre ose dire ça, sérieusement. Non pas pour arrêter la terreur, car le tribunal révolutionnaire a continué pendant près d'1 an après la mort de Robespierre, le fameux tribunal populaire, hein, qui marchait plus au ressentiment qu'à la justice, mais pour empêcher que d'une république bourgeoise on parvienne à une république sociale qui mettrait en cause ce que Robespierre appelait à juste titre l'aristocratie des riches. Et voilà que nous y sommes. Aujourd'hui, le système féodal et les privilèges de l'ancien régime ont été restaurés sous une autre forme. Le peuple paye pour les profits de nouveaux aristocrates, ceux de l'argent, ceux de l'État. Je ne paye pas 1 centime à Bernard Arnault, pas directement, seulement par le biais de l'État. Paradoxalement, tu es le plus grand défenseur des privilèges de ce monde, Antoine, des privilèges étatiques. Tu es fondamentalement contre le mérite qui permet l'ascension sociale. Ça te dégoûte. Aussi, ne puis-je faire mieux que de conclure comme vous aviez commencé avec Robespierre, car je crois, bon et ça, la suite, on s'en fout, il va falloir se cantonner à faire des petites danses TikTok, Antoine. Tu fais suffisamment honte à tes homonymes comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter avec tes avis sur l'économie complètement catastrophique. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.